Bonjour à toutes et à tous. Nous en sommes désormais à la dernière partie de cette vidéo. On va essayer de se rapprocher un peu de Freud et surtout de Jung pour tenter de comprendre quelles ont été les influences qui les ont amenés à énoncer leurs théories et à concevoir leurs pratiques de l'exploration des profondeurs. Nous l'avons vu, Freud et Jung sont les principales figures de la psychanalyse. Ils se sont côtoyés, ils se sont inspirés avant de se séparer froidement à cause de leurs divergences. Pour les psychanalystes, Freud s'occupe plutôt des racines et Jung s'occuperait plutôt de fleurir les branches. C'est pourquoi Jung est si apprécié dans les milieux dits New Age, dont il est l'un des principaux instigateurs où la confusion du psychique et du spirituel bat son plein. Pour Jung, le nouvel âge commencerait après la fin de l'ère chrétienne, et Jung donne une évaluation positive de l'arrivée de l'Antéchrist. Freud plonge dans le passé, dans la petite enfance, et Jung interroge l'inconscient pour en extraire l'avenir, en se demandant vers quoi l'inconscient pousse-t-il. En gros, Freud cherche à expliquer nos troubles par notre passé, par nos prétendus refoulements dans l'inconscient, et Jung cherche dans l'inconscient, qu'il prend pour une matrice originelle et du devenir, il recherche dans les profondeurs ce qu'il pense être nos potentialités. La psychanalyse, nous l'avons vu clairement je pense, joue un rôle important dans la subversion de l'homme, de la société moderne, par l'inversement total des valeurs et des principes traditionnels. C'est la définition même du satanisme, pour employer un langage religieux. Le satanisme est le renversement des rapports normaux de l'ordre hiérarchique. Sans vouloir prêter des intentions à Freud et à Jung, n'ayant pas la prétention de sonder les cœurs, on peut dire qu'au travers de leur œuvre, ces deux personnages ont été les auteurs, au minimum, d'un satanisme inconscient. Inconscient dans le sens courant du terme, par ignorance. Nous aurons dans cette dernière partie un aperçu de plus de leur action à rebours. Par tous les inversements qu'ils ont cru bon d'énoncer, ils ont été des instruments, non pas de déviation, mais de subversion, au service de forces contre-initiatiques à l'œuvre en cette fin de cycle. René Guénon, dans l'Erreur spirite, dit, je cite, « Le satanisme, même conscient, se caractérise toujours par un renversement de l'ordre normal. Il prend le contre-pied des doctrines orthodoxes. Il invertit de parti pris certains symboles ou certaines formules. Les pratiques des sorciers ne sont, dans bien des cas, que des pratiques religieuses accomplies à rebours. Il y aurait des choses bien curieuses à dire sur le renversement des symboles. Nous ne pouvons traiter cette question présentement, mais nous tenons à indiquer que c'est là un signe qui trompe rarement. Seulement, suivant que le renversement est intentionnel ou non, le satanisme peut être conscient ou inconscient. » Fin de citation. Dans le règne de la quantité, René Guénon précise encore au sujet du satanisme, je cite, « Qu'il soit du reste conscient ou inconscient, suivant les cas, cela change assez peu les résultats, et il ne faut pas oublier que le satanisme inconscient de certains, plus nombreux que jamais à notre époque, de désordre étendu à tous les domaines, est véritablement au fond un instrument au service du satanisme conscient des représentants de la contre-initiation. » Un peu plus loin, il ajoute « Il n'est que trop facile de voir les conséquences fâcheuses qui peuvent résulter d'un pareil état de choses. Propager cette confusion, surtout dans les conditions actuelles, c'est qu'on le veuille ou non, engager des êtres à se perdre irrémédiablement dans le chaos du monde intermédiaire, et par là même, c'est faire souvent inconsciemment d'ailleurs le jeu des forces sataniques qui régissent ce que nous avons appelé la contre-initiation. » Fin de citation. Qu'on utilise un langage religieux ou non, les forces à l'œuvre n'en sont pas moins dévastatrices pour l'homme des sociétés modernes, homme qui par ignorance et par naïveté en arrive à accueillir volontairement ces forces de l'inframonde, en enlevant lui-même une à une les briques des murailles protectrices des siècles passés.
Julius Evola, dans L'homme au milieu des ruines, nous dit, je cite, « Jamais il n'y a eu autant qu'aujourd'hui d'individus amorphes, ouverts à toutes les suggestions et à toutes les intoxications idéologiques, au point qu'ils deviennent les succubes, souvent sans s'en douter le moins du monde, des courants psychiques et des manipulations engendrées par l'ambiance intellectuelle, politique et sociale dans laquelle nous vivons. » Fin de citation. Intéressons-nous maintenant à Freud en tant que père de la psychanalyse. Je vais citer quelques extraits de Louise de Hurtubise dans son livre Freud et le diable. Des extraits qui nous indiquent brièvement ici dans quel milieu Freud a évolué pour expliquer son rapport à l'invisible et comment il a esquissé sa perception des possessions démoniaques et du diable. Je cite. Freud vint au monde dans une famille juive non pratiquante, mais qui l'initia dès son plus jeune âge à la connaissance de sa religion ancestrale. Plus loin, elle dit « La famille de Freud était influencée par le courant hassidique, important dans la région d'où elle était originaire. L'hassidisme est une forme tardive du mysticisme juif. Il réinterprète la Kabbale d'une façon qui encourage à secouer le joug de la loi mosaïque et à lui préférer une inspiration cryptomnésique. Petite parenthèse, je comprends ça comme le fait d'interpréter le sens caché de la Kabbale. Je referme la parenthèse. Je reprends. Donc, à lui préférer une inspiration cryptomnésique, des sens accompagnés d'une technique de décomposition du langage, d'association libre et d'interprétation des rêves, par laquelle une signification magique est attribuée aux lettres, aux chiffres et aux mots. Le lien entre cette ambiance religieuse familiale et le diable se situe dans l'existence d'éléments magiques, peut-être superstitieux, dans la rébellion partielle contre la loi établie et dans le pouvoir attribué aux forces obscures. Plus loin, elle dit « Adolescent, Freud s'initie avec passion à la culture classique et allemande et acquiert un savoir considérable. À travers ces citations, par exemple, nous constatons qu'il sait par cœur le Faust de Goethe. Comme le jeune Goethe, il se sent proche de la philosophie de la nature, courant philosophique influencé par le romantisme. Petite parenthèse, le romantisme est un mouvement culturel principalement artistique qui pousse à exprimer ses états d'âme. Il proclame le culte du moi, l'expression des sentiments jusqu'aux passions. Je referme la parenthèse. Je reprends. Donc influencé par le romantisme qui s'efforce de pénétrer, grâce à l'Einfühlung, les secrets des fondements de la nature, surtout dans leurs manifestations irrationnelles, telles que le rêve, le génie, la maladie mentale et les puissances cachées. C'est l'écoute de l'hymne à la nature attribué à Goethe qui décida Freud à faire des études de médecine. Plus loin, elle ajoute encore « Ses premières sympathies laissèrent des traces très profondes chez Freud, non seulement parce qu'il s'en inspira pour certaines de ses idées, comme le montre par exemple Hélène Berger, mais aussi parce qu'elles continuèrent à exister en lui comme sentiment et attirance, faisant partie de tout un courant d'irrationalité qui, bien que combattu, est très fort chez lui. Cette tendance s'insère dans le modèle mythico-magico-religieux dont nous avons parlé et par là s'apparente à la magie et à la recherche de connaissances secrètes, comme c'est le cas pour Faust. Plus loin, elle ajoute « Nous rapprochons la superstition du domaine du diable, car elle suppose la croyance à l'existence de forces secrètes, obscures, plus ou moins mauvaises ou dangereuses, agissant de façon automatique et derrière lesquelles se cache un pouvoir inquiétant, sans doute très éloigné de celui de Dieu, et bien plus encore de la raison et de la science. » Les allusions métaphoriques au diable et à son rapport à l'inconscient apparaissent très tôt. Le 6 août 1878, Freud écrit à son ami Wilhelm Knopfmacher pour le remercier de lui avoir prêté une somme d'argent. Il lui envoie ses œuvres et lui exprime qu'il pressent, j'ouvre les guillemets, poindre d'autres travaux dans mon esprit qui s'en effraye, comme Macbeth devant les spectres des rois anglais. Il se prépare à exercer sa véritable profession, écorcher des animaux ou torturer des hommes.
Le 10 novembre 1883, Freud écrit à Martha pour lui expliquer ses explosions occasionnelles de mauvaise humeur. Elles sont le résultat de sa nature violente et passionnée. Il est, entre guillemets, comblé de toutes sortes de démons qui ne peuvent sortir et grondent en lui, ou, entre guillemets, se trouvent lâchés contre toi, ma chérie. Je referme les guillemets. Nous voyons là les proto-définitions de l'inconscient diabolique. D'abord, les œuvres pointent dans son esprit d'une façon qui semble indépendante de sa volonté, puis elles évoquent des spectres, êtres effrayants, plus ou moins apparentés aux démons. Et enfin, le jugement dernier est mentionné, donc l'enfer est en arrière-plan comme issue possible. La violence et la passion sont des démons plus ou moins refoulés ou réprimés. C'est la première fois que Freud se sert de cette métaphore diabolique pour le refouler. Note de bas de page, comme le fait Freud, nous utilisons diabolique et démoniaque comme synonymes. Le démon grec est pratiquement absent de sa pensée. Les démons apparaissent chez Freud dans l'acception de serviteurs du diable ou d'esprits mauvais. Fin de citation. Pour Freud, le bien et le mal, Dieu et le diable sont des mythes. Ils n'ont pas une existence réelle, mais seulement une réalité psychique qui doit être interprétée psychologiquement. Cependant, il a conscience que des forces obscures dominent ce qu'il appelle cette région psychique inaccessible. Voici un extrait d'Hermano Pavès, dans le concept du démoniaque chez Sigmund Freud et Carl Gustav Jung. Je cite. La psychologie des profondeurs de Sigmund Freud a radicalement modifié l'approche de la question de la morale. La psychanalyse considère les principes moraux comme des projections de l'inconscient. Le bien et le mal, Dieu et le diable, n'ont pas de valeur absolue, mais doivent être compris psychologiquement. Dans son ouvrage « Une névrose de possession du XVIIe siècle par le diable », Freud décrit le diable et les démons comme des représentations et des personnifications de contenus refoulés de la psyché. De ce point de vue, le trouble psychique est le produit de conflits entre le surmoi avec ses principes moraux et l'inconscient avec ses pulsions refoulées. La thérapie amène le contenu refoulé de la psyché à la conscience, éliminant ainsi le refoulement des mauvaises pulsions. Fin de citation. Je reprends Louise de Urtubey dans le chapitre « Le diable égale les pulsions refoulées ». Je cite. Les désirs refoulés sont métaphorisés en démons, et inversement, le diable, psychanalytiquement parlant, représente les désirs refoulés. Corrélativement, Freud, qui invoque les désirs refoulés de ses patients, est une sorte de sorcier, ou peut-être un exorciste ou un inquisiteur, ou le tout ensemble. Pendant la période qui suit l'auto-analyse, au moment où le groupe des premiers disciples se constitue, nous constatons que l'idée que le diable signifie les pulsions refoulées apparaît maintes fois. À propos de Dora, quand Freud cherche à s'expliquer la fuite de sa patiente, il dit « Celui qui réveille, comme je le fais, les pires démons, incomplètement domptés, au fond de l'âme humaine, afin de les combattre, doit se tenir prêt à n'être pas épargné dans cette lutte. » Après être allé au-devant de ces démons, pendant l'auto-analyse, Freud réveille ceux des autres. Il est devenu sorcier exorciste. Je cite à présent René Guénon dans Le règne de la quantité et les signes des temps. Remarquons aussi que par l'appel au subconscient, la psychologie tout aussi bien que la philosophie nouvelle tend de plus en plus à rejoindre la métapsychique. Et dans la même mesure, elle se rapproche inévitablement, quoique peut-être sans le vouloir, du spiritisme et des autres choses plus ou moins similaires, qui toutes s'appuient, en définitive, sur les mêmes éléments obscurs du psychisme inférieur. Plus loin, il ajoute « Il est bien difficile de penser que le vrai rôle de cette psychologie, dans l'état présent du monde, puisse être autre que de concourir activement à la seconde phase de l'action antitraditionnelle. » Plus loin, il ajoute encore « Dans ces conditions, il est trop évident que l'usage principal de la psychanalyse, qui est son application thérapeutique, ne peut être qu'extrêmement dangereux pour ceux qui s'y soumettent, et même pour ceux qui l'exercent, car ces choses sont de celles
qu'on ne manie jamais impunément. Un peu plus loin, il ajoute « Ce n'est pas tout encore, et il y a même autre chose qui, sous le rapport de la contrefaçon, est peut-être encore plus digne de remarque que tout ce que nous avons mentionné jusqu'ici. C'est la nécessité imposée à quiconque veut pratiquer professionnellement la psychanalyse d'être préalablement psychanalysé lui-même. Cela implique avant tout la reconnaissance du fait que l'être qui a subi cette opération n'est plus jamais tel qu'il était auparavant, ou que, comme nous le disions tout à l'heure, elle lui laisse une empreinte ineffaçable, comme l'initiation, mais en quelque sorte en sens inverse, puisque au lieu d'un développement spirituel, c'est d'un développement du psychisme inférieur qu'il s'agit ici. D'autre part, il y a là une imitation manifeste de la transmission initiatique. Mais étant donné la différence de nature des influences qui interviennent, et comme il y a cependant un résultat effectif qui ne permet pas de considérer la chose comme se réduisant à un simple simulacre sans aucune portée, cette transmission serait bien plutôt comparable en réalité à celle qui se pratique dans un domaine comme celui de la magie et même plus précisément de la sorcellerie. Il y a d'ailleurs un point fort obscur en ce qui concerne l'origine même de cette transmission. Comme il est évidemment impossible de donner à d'autres ce qu'on ne possède pas soi-même, et comme l'invention de la psychanalyse est d'ailleurs chose toute récente, d'où les premiers psychanalystes tiennent-ils les pouvoirs qu'ils communiquent à leurs disciples, et par qui eux-mêmes ont-ils bien pu être psychanalysés tout d'abord? Cette question qu'il n'est cependant que logique de poser, du moins pour quiconque est capable d'un peu de réflexion, est probablement fort indiscrète, et il est plus que douteux qu'il y soit jamais donné une réponse satisfaisante. Mais à vrai dire, il n'en est pas besoin pour reconnaître dans une telle transmission psychique une autre marque véritablement sinistre par les rapprochements auxquels elle donne lieu. La psychanalyse présente par ce côté une ressemblance plutôt terrifiante avec certains sacrements du diable. Fin de citation. Voici un autre court extrait de Hermano Pavès, je cite « Le but de la thérapie psychanalytique est d'éliminer le refoulement et de permettre au démoniaque inconscient de devenir conscient. Louise de Hurtebay compare l'analyse à un pacte avec le diable. La conduite d'une psychanalyse n'est pas chose naturelle, mais magie, œuvre d'une sorcière, servante du diable. » Fin de citation. Freud va donc développer la technique dite de l'association libre pour explorer l'inconscient. L'association libre, parfois appelée libre association, est la première règle fondamentale de la cure psychanalytique. Elle consiste pour l'analysant à exprimer les pensées qui lui viennent à l'esprit de façon spontanée, dans le cadre de séances analytiques. Il s'agit d'exprimer toutes les idées qui surgissent spontanément, sans les censurer, sans les filtrer. Freud donne ici à ses patients ses recommandations pour la libre association. Je cite. « Vous serez alors tenté de vous dire « ceci ou cela n'a rien à voir ici » ou bien « telle chose n'a aucune importance » ou encore « c'est insensé, il n'y a pas lieu d'en parler ». Ne cédez pas à cette critique et parlez malgré tout, même quand vous répugnez à le faire ou justement à cause de cela, vous verrez et comprendrez plus tard pourquoi je vous impose cette règle, la seule d'ailleurs que vous deviez suivre. Donc dites tout ce qui vous passe par l'esprit, comportez-vous à la manière d'un voyageur qui, assis près de la fenêtre de son compartiment, décrirait le paysage tel qu'il se déroule à une personne placée derrière lui. Enfin, n'oubliez jamais votre promesse d'être tout à fait franc. N'omettez rien de ce qui, pour une raison quelconque, vous paraît désagréable à dire. Fin de citation. Alexandra Arce, dans son livre Jung et l'occulte, nous dit à propos de la cure psychanalytique en général, je cite « L'intérêt de la psychanalyse pour l'inconscient cultiverait donc le penchant de l'homme à se prendre d'affection pour les tendances inférieures de sa condition. L'inconscient pourrait n'être qu'une ruse du temps parmi tant d'autres que servent aveuglément quelques psychanalystes et psychologues sans qu'ils ne réalisent jamais que leurs hypothèses entr'ouvrent des failles qui favoriseront le retour des forces infraspirituelles dans la dimension de l'homme. »
Fin de citation. Madame Urtubey, en conclusion de son livre Freud et le diable, nous dit encore, je cite, « Freud s'est occupé du diable tout au long de son œuvre, de ses interventions publiques, de sa correspondance. Quoique pas toujours de façon consciente, il était concerné par ce personnage qui tenait une place importante dans sa pensée et dans ses fantasmes. Comme nous l'avons montré tout au long de notre parcours, il a formulé, de façon non systématique, une psychanalyse appliquée du diable. Cette psychanalyse appliquée est cohérente et se centre autour de deux thèmes ou courants de pensée principaux coexistants et d'importance semblable. Pour le premier, le diable est d'abord une métaphore de la contre-volonté, puis de l'inconscient, ensuite des pulsions refoulées, et enfin de la pulsion de mort. Pour le deuxième courant, qui est souvent refoulé ou réprimé, le diable est un représentant du Père. Ce thème se fait jour dès avant l'auto-analyse, et ensuite plus ou moins scotomisé, et ne s'affirme pleinement que dans une névrose démoniaque au XVIIe siècle. Fin de citation. Pour Freud, l'auto-analyse est comme une descente aux enfers. Madame de Urtubey lui en consacre un chapitre entier, dont je ferai ici l'économie. René Guénon, dans Les méfaits de la psychanalyse, dit à propos de cela, je cite, « La vérité est que cette descente aux enfers n'est suivie d'aucune remontée, et tout simplement une chute dans le bourbier. » Un peu plus loin, il ajoute, « Dans la chute dans le bourbier, les possibilités inférieures s'emparent de lui, le dominent et finissent par le submerger entièrement. » Fin de citation. À la fin des années 1890, Freud est en train de finaliser son livre Traumdeutung, l'interprétation des rêves. Il révélera dans une lettre adressée à Mr. Fliss en 1898, je cite, que son livre lui avait été entièrement dicté par l'inconscient. Donc Freud, qui a conscience que les éléments en provenance de l'inconscient qui apparaissent à la conscience sont démoniaques, il avoue ici entre les lignes avoir laissé ses contenus des enfers lui dicter son livre. Un livre où il mettra d'ailleurs, nous dit Guénon, en tête de sa Traumdeutung, cette épigraphe bien significative. Flectere sinequeo superos acheronta movebo. De Virgile dans l'Énéide. Je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais j'ai fait un effort. Donc la traduction est « Si je ne puis fléchir ceux d'en haut, je franchirai l'Achéron ». L'Achéron étant le fleuve des enfers. Une légende bien connue dans les milieux psychanalytiques, rapportée par Jacques Lacan, dit que lors d'un voyage vers les États-Unis vers 1900, en arrivant par bateau devant la Statue de la Liberté, Jung aurait dit à Freud « Ils ne savent pas les malheureux Américains ce qu'on leur apporte ». Et Freud aurait répondu « Oui, on leur apporte la peste ». Cette citation est peut-être une légende, mais cela ne change rien au fond, et cela traduit surtout le fait que les psychanalystes en général considèrent inconsciemment, si vous me permettez l'expression, la cure psychanalytique comme une véritable maladie. Intéressons-nous désormais à Jung. Voici quelques citations assez explicites qui témoignent de ses influences du même ordre que celles de Freud, et qui leur feront annoncer puis répandre leur théorie de l'inconscient. Voici la première à propos de Jung de Viviane Thibaudier, je cite. Dans ses mémoires, Jung explique que durant toute son enfance, il ressentait en lui deux personnalités, numéro 1 et numéro 2, comme si dès son plus jeune âge, il avait été en prise avec un autre que lui, qui le hantait sans savoir lequel il était vraiment. Fin de citation. Voici une autre citation à propos de Jung tirée du livre Psychologie d'Alessandro Grossato, dont l'essentiel du contenu est attribué à René Guénon, je cite « En raison de son extraordinaire importance, il vaut la peine de reporter en entier ce que résume à cet égard le psychologue et historien de la science Richard Nold en citant Jung lui-même. Une fois pendant que j'écrivais, je me dis « Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Certes, ce n'est pas de la science, mais qu'est-ce que c'est ?» Et une voix me dit « C'est de l'art. » La voix se révéla être celle d'une femme que Jung connaissait. Le psychiatre
se demanda alors si son inconscient n'était pas en train de donner forme à une personnalité alternative, comme cela se produisait dans des cas de personnalité multiples. Et il décida d'interagir avec cette voix, en ripostant avec sa propre voix que ce qu'il était en train de faire n'était pas de l'art. Afin d'impliquer davantage la voix, il recourra à une technique utilisée par les médiums. Bien, pensai-je, elle n'a pas les centres de phonation que j'ai moi-même, ainsi je lui dis d'utiliser les miens, chose qu'elle fit, en sortant un long discours. C'est celle-ci l'origine de la technique que j'ai développée pour traiter directement avec les contenus inconscients. Jung admet ici en somme que sa méthode psychothérapeutique de l'imagination active se base sur les techniques du spiritisme. Pour un certain temps, toutefois, il recourut dans un but psychothérapeutique à la technique de parler d'abord à haute voix, normalement, puis en fausset, et ensuite il passa à conduire le dialogue dans la forme de l'écriture automatique. En novembre 1913, il se sentait comme si, selon ses propres mots, il était en analyse avec un spectre et une femme. Fin de citation. Il est important de noter que Jung naît dans une famille qui pratique le spiritisme, et il va lui-même longuement s'y intéresser. Voici une citation de Titus Burckhardt, je cite. « Le genre d'introspection que Jung a pratiqué pour explorer la vie psychique, ainsi que certaines expériences parapsychologiques qu'il a pu mener par cette voie, et dont il parle dans ses souvenirs, nous introduisent dans le monde du spiritisme. Le fait que Jung ait voulu étudier ces phénomènes d'une manière scientifique ne change rien aux influences elles-mêmes qui ont pu dès lors s'exercer sur lui, une fois les portes ainsi ouvertes. » Fin de citation. Rappelons ici ce qu'est l'imagination active de Jung. Je cite à nouveau Viviane Thibaudier, dans un très long extrait ici, mais qui vaut vraiment la peine à mon sens. Je cite. L'expérience de Jung. C'est après sa rupture avec Freud en 1913 dans la dépression et la souffrance que Jung a véritablement appris à être à l'écoute de son inconscient. Il a commencé à entrer en contact avec ce qui était au plus profond de lui. À partir de là et durant de nombreuses années, Jung vécut aux prises avec un flot d'images qui le submerge. Il sut en tirer parti en instaurant un dialogue intense avec elles. Et c'est de la confrontation de ce dialogue avec les images de l'inconscient que naîtront tous les grands concepts, c'est-à-dire, là encore, de sa propre expérience. L'imagination active, c'est la manière de dialoguer avec l'inconscient à partir d'une émotion, en laissant venir les images et en se laissant éprouver par elles, comme s'il s'agissait de personnages réels. L'imagination active est ce qui permet d'entrer en communication et en discussion avec les contenus opposés au conscient, qui viennent contrarier notre action consciente. Voici ce que Jung a dit dans ses mémoires de ce moment capital dans sa vie où il découvrit la méthode. Je cite Jung. « Ce fut au temps de l'avant 1913 que je me décidai à entreprendre le pas décisif, le 12 décembre. J'étais assis à mon bureau, pesais une fois encore les craintes que j'éprouvais, puis je me laissai tomber. Ce fut alors comme si, au sens propre, le sol cédait sous moi et comme si j'étais précipité dans une profondeur obscure. Je ne pus me défendre d'un sentiment de panique. J'étais dans une obscurité presque totale. Devant moi était l'entrée d'une caverne obscure, un nain s'y tenait debout. Je dus me glisser tout contre lui pour passer par l'entrée étroite et je pataugeai dans une eau glacée jusqu'aux genoux pour aller vers l'autre bout de la caverne. Sur un rocher, un cristal rouge scintillait. Je me saisis de la pierre et découvris que dessous il y avait un espace vide. Je ne pus tout d'abord rien y discerner, mais finalement j'aperçus dans les profondeurs de l'eau qui coulait. Un cadavre passa. Entraîné par le courant, c'était un adolescent blond blessé à la tête. Il fut suivi d'un énorme scarabée noir, et alors apparut, surgissant au fond des eaux, un soleil rouge naissant. Aveuglé par la lumière, je voulus remplacer la pierre sur l'orifice. Mais à ce moment-là, un liquide fit pression pour passer à travers la brèche. C'était du sang,
Un jet épais jaillit sur moi et j'en ressentis une nausée. Le jet de sang dura un temps d'une longueur intolérable. À la fin, il tarit, ce qui mit un terme à cette vision. » Fin de citation. Petite remarque personnelle, cette vision me fait penser étrangement au rêve de Descartes, qui lui apporta la méthode. Je vous invite à écouter ma lecture audio sur le rêve de Descartes. Ensuite, son récit fait vraiment penser à une rencontre avec des influences infernales. L'inverse du symbolisme de la caverne, où les prophètes peuvent recevoir des inspirations angéliques. Ici, c'est un nain qui est à l'entrée, ce qui me fait penser aux nains et aux géants dont Guénon parle dans Gog et Magog, et cette caverne de Jung me fait vraiment penser aux fissures de la Grande Muraille d'où jaillissent les influences infernales. Influences avec lesquelles Jung aurait visiblement été en contact et qu'il a pris pour référence dans la suite de son œuvre. Je reprends la lecture de Viviane Thibaudier. Le but de l'imagination active est donc d'entrer en contact avec l'inconscient afin qu'il puisse s'exprimer et vienne fertiliser notre conscient. Il ne s'agit en aucune manière de produire des images, ni d'une recherche intellectuelle ou esthétique, mais davantage de comprendre et entendre ce que ces images nous demandent pour les réaliser dans la vie, car c'est cela que l'on néglige le plus souvent. Petite note personnelle, souvenons-nous des latences psychologiques qui cherchent à s'actualiser. Je reprends. 6 jours après cette première imagination qui s'imposa à lui, Jung eut un rêve déterminant, le rêve de Sigrid. Armé de fusils et caché en embuscade avec un compagnon à la peau foncée, au lever du jour, Jung tue un adolescent blond qui arrive resplendissant et triomphant en dévalant la pente à toute allure dans un char fait d'ossements. Il est plein de remords et de culpabilité d'avoir tué quelque chose d'aussi grand et d'aussi beau, et se demande comment il pourrait effacer les traces d'un tel crime, quand une pluie abondante survient et fait disparaître les traces du meurtre. Il se sent alors soulagé. Alors écoutez bien, ce n'est pas fini. Ce rêve le réveilla, et il ne comprit pas ce qu'il voulait dire. Il voulut alors se rendormir, mais une voix se fit entendre qui lui dit « Il te faut comprendre le rêve ». Et tout de suite Jung n'en avait pas très envie, et allait ressombrer dans le sommeil, quand soudain la voix dit à nouveau « Si tu ne comprends pas le rêve, tu dois te tirer une balle dans la tête ». Comme Jung avait un revolver chargé près de son lit, il prit peur. Il commença alors à réfléchir sérieusement au rêve et petit à petit son sens lui apparut. Jung considéra qu'il fallait prendre très au sérieux un tel message, et il chercha à en tirer les leçons qui s'imposent, et ce fut un tournant décisif de sa vie. Il en conclut qu'il fallait vraiment tuer le jeune héros, c'est-à-dire qu'il lui fallait sciemment et en pratique renoncer à cette attitude qui fait que le moi est tout-puissant et décide de tout sans égard pour ce qui l'entoure. Que le moi est ignorant de ce qui se dit à l'intérieur de la psyché et qui vient contrarier et s'imposer à ses projets conscients, sans égard pour l'autre partie de lui-même qui demeure inconsciente et ignorée. Petite note personnelle, on est là encore toujours dans l'inversement, car si le moi doit bien être maîtrisé, soumis, cela devrait être, en principe, un ordre supérieur à l'influence de l'esprit qui transcende le monde subtil et qui est donc au-delà de la psyché, et non à l'ordre du prétendu inconscient d'où jaillissent les instincts, les désirs et les pulsions de l'infrapsychisme. Je reprends la fin de la lecture avec cette dernière phrase. C'est à partir de ce moment que l'œuvre de Jung commença véritablement et ses recherches sur les processus inconscients durèrent jusqu'à sa mort en 1961. Fin de citation. Voilà, pour ceux qui douteraient encore des inspirations de Jung, on est bien loin du grand sage des traditions. Et rappelons d'abord qu'il a utilisé des concepts traditionnels et des symboles en les interprétant à sa manière et en les dénaturant. Titus Burckhardt dit en ce sens, je cite, « Il existe des concepts que l'on ne peut pas manipuler arbitrairement. Quand on parle d'archétypes, on ne peut pas tirer un simple coup de plume sur la théorie platonicienne
vous la traitez comme si elle n'était rien d'autre qu'une tentative puérile qu'il conviendrait de redresser. Et quand on emprunte à la métaphysique indienne la notion de soi, Atma, on doit au moins essayer de comprendre ce qu'elle signifie. Fin de citation. René Guénon dit également dans Le règne de la quantité, au chapitre La pseudo-initiation, je cite, « Toute imitation pour se faire accepter doit naturellement prendre au moins quelques-uns des traits de ce qu'elle simule. Mais c'est bien là ce qui en augmente encore le danger. Le mensonge le plus habile et aussi le plus funeste n'est-il pas précisément celui qui mélange de façon inextricable le vrai avec le faux, s'efforçant ainsi de faire servir celui-là au triomphe de celui-ci. » Fin de citation. Pour résumer brièvement la pensée de Jung, rappelons que pour lui, l'inconscient est collectif, même s'il y a une partie personnelle. Et c'est plutôt vrai si on ramène cela à un état animique global avec des contenus divers, des influences, des entités qui sont entre guillemets extérieures à nous, ou plus exactement qui font partie d'un bain psychique commun et qui nous influencent directement de l'intérieur. Pour Jung, l'inconscient est composé d'instincts et d'archétypes, qui du point de vue de Jung sont des patterns, elles seraient des images qui ont existé dans le passé de l'humanité et qui sont des héritages inscrits génétiquement dans notre cerveau, comme l'est la génétique pour le corps. Les archétypes seraient alors des structures mentales héritées de l'homme de Cro-Magnon et des hommes au fil des âges de la prétendue évolution, des images que nous aurions donc en naissant, des images qui surgiraient et agiraient sur nos émotions et notre sensibilité. L'archétype pour Jung est une figure mentale, un pandémonium d'images. On est loin des idées platoniciennes. Titus Burckhardt répond à cela, je cite, « Les véritables archétypes ne se situent pas sur le plan psychique, ne s'excluent pas les uns les autres. L'un est toujours compris dans un autre. Et l'on peut dire pratiquement la même chose des propriétés psychiques qui les reflètent. Car les archétypes au sens du mot tel qu'il est compris depuis Platon sont les sources de l'être et de la connaissance, et non, comme le voudrait Jung, des dispositions inconscientes de l'agir et de l'imaginer. » Fin de citation. Les idées platoniciennes sont du monde intelligible, informel, elles sont des possibilités à l'état principiel. Les idées revêtues de forme apparaissent quant à elles dans l'existence individuelle. Jung ne s'arrête pas en si bon chemin, et outre le fait de sonder cet inconscient, source des ténèbres, qu'il prend en quelque sorte à l'inverse pour ce que la tradition considère comme l'esprit, c'est à partir de ce même inconscient qu'il pense trouver la réalisation de l'homme, une sorte de parodie, un inversement de la réalisation spirituelle. Il emploie d'ailleurs le terme du soi, qu'il reprend aux doctrines hindoues, en l'inversant complètement une fois de plus. Car si Jung décrit le soi comme quelque chose de supérieur au moi, il ne voit pas le soi comme l'origine, le principe même de l'être, mais comme un moi amélioré, développé. C'est le développement personnel, qui ne cherche jamais à trouver sa raison d'être au-delà de l'individu. Je cite Jung lui-même. « Le soi représente le but de l'homme total, à savoir la réalisation de sa totalité et de son individualité avec ou contre sa volonté. » Fin de citation. Viviane Thibaudier ajoute, je cite, « Nous avons vu précédemment à propos du devenir conscient que le centre de la personnalité totale, qui ne doit pas être entendu dans le sens d'une personnalité parfaite, mais dans celui d'une personnalité qui englobe conscient et inconscient, n'était pas le moi, mais le soi. » Fin de citation. Titus Burckhardt répond à cela, je cite, « Jung limite expressément le sens du soi en le représentant non pas comme l'origine éternelle et immuable du jeu, ainsi que le ferait la philosophie indienne, mais simplement comme le résultat d'une maturation psychologique. » Voici ce qu'en dit Carl Gustav Jung, je cite, « On pourrait définir le soi comme une sorte de compensation par rapport au contraste entre l'intérieur et l'extérieur.
Une telle définition pourrait assez bien s'appliquer au soi en tant que celui-ci possède le caractère d'un résultat, d'un but à atteindre, d'une chose qui ne s'est produite que peu à peu et dont l'expérience a coûté beaucoup de peine. Ainsi, le soi est aussi le but de la vie, car il est l'expression la plus complète de cette combinaison du destin qu'on appelle individu, et non seulement de l'homme singulier, mais aussi d'un groupe entier, où l'un est le complément de l'autre en vue d'une image entière. Fin de citation. Et chez Jung, on atteint le soi par le processus d'individuation, qui est pour lui, je cite à nouveau Madame Thibaudier, le processus d'individuation, quant à lui, est le processus de transformation intérieure qui permet la synthèse du conscient et de l'inconscient. C'est le processus par lequel on devient un individu, c'est-à-dire un être unique, entier et autonome. Petite note personnelle, c'est ici l'épanouissement du moi, le laisser advenir, l'individu unique que nous sommes. Dans les traditions, c'est par l'ascèse que l'on maîtrise les forces inférieures et que l'on soumet le moi au supérieur. Ce n'est pas un laisser-aller ou un lâcher-prise aux influences basses, c'est un lâcher-prise à la volonté de Dieu, dans les événements qui arrivent, et non pas un lâcher-prise aux instincts et aux émotions qui nous traversent. Jung dit encore, je cite, « J'emploie l'expression d'individuation pour désigner le processus par lequel un être devient un individu psychologique, c'est-à-dire une unité autonome et indivisible, une totalité. » Fin de citation. Jung s'efforce donc à partir des profondeurs, des enfers, de faire découvrir à chaque individu ce qu'il est vraiment. Il fait en réalité de l'homme le réceptacle, l'instrument des forces infernales qui s'engouffrent toujours plus nombreuses par les fissures de la Grande Muraille et œuvrent à la dissolution finale. Jung dit encore, je cite, « Ma vie est l'histoire d'un inconscient qui a accompli sa réalisation. » Il dit encore, « Qu'y a-t-il de plus fondamental que de savoir « Voilà ce que je suis » ?» Fin de citation. Je terminerai avec un dernier passage de Titus Burckhardt. Je cite, « Mais Jung ne s'est pas contenté de reprendre à son compte les concepts traditionnels et de les réduire à un niveau purement psychologique, voire clinique. Il est allé encore plus loin, en définissant la psychanalyse telle qu'elle est employée pour atteindre la prétendue individuation comme une initiation au sens propre. Il cite Jung, « Le seul processus d'initiation encore vivant aujourd'hui et pratiquement utilisé dans le monde culturel occidental est l'analyse de l'inconscient. » Il finit la citation de Jung. Il reprend, « Ceux qui participaient au mystère d'Éleusis et de Delphes, pour ne citer qu'un seul exemple d'initiation en Occident, auraient donc été presque dans les mêmes conditions que les patients d'une clinique psychiatrique. Et les pères de l'Église, qui n'hésitaient pas à désigner le baptême et la confirmation du nom d'initiation, se seraient ainsi référés à une analyse de l'inconscient. C'est en partant de cette fausse assimilation qui suppose une ignorance singulière, caractéristique de tout le fonctionnement scientifique européen imbu de lui-même, que la psychologie jungienne s'est étendue à des domaines où elle n'avait aucune compétence. Et il ne s'agit là en aucun cas simplement des efforts tâtonnants, maladroits mais bien intentionnés d'un chercheur en quête de vérité, coupé de ses sources par un environnement matérialiste, car Jung a soigneusement évité tout contact avec les représentants authentiques des traditions qu'il réinterprète à son gré et qu'il exploite. Au cours de son voyage aux Indes, par exemple, il dédaigna de rendre visite à un sage comme Sri Ramana Maharshi, en alléguant un prétexte qui prouve bien son arrogance éhontée, pour la bonne raison qu'il redoutait en fait, instinctivement et inconsciemment, une rencontre déterminante avec une réalité qui aurait pu confondre la duperie de ses théories. La métaphysique, à savoir toute doctrine de l'éternel et de l'infini, n'était pour lui qu'une simple spéculation, sans aucune base solide, rien d'autre en fin de compte qu'une tentative de la psyché pour se dépasser elle-même, aussi ridicule par exemple que le geste du baron de Munchausen voulant s'extraire d'un bourbier en tirant ses propres cheveux.
La théorie de Jung est caractéristique de la psychologie moderne, et c'est pour cette raison seulement que nous l'avons mentionnée. À l'objection absurde selon laquelle la métaphysique ne serait qu'un produit de la psyché, il serait facile de répondre que cette objection elle-même est un produit de cette nature. Avec la même logique, on pourrait dire également que la psychologie dans son ensemble n'est que la projection d'un complexe ou le simple produit de certaines cellules du cerveau, et ainsi de suite. Néanmoins, l'homme vit de vérité. En admettant une vérité si minime, si limitée soit-elle, on reconnaît du même coup que intellectus adequatio rei. Affirmer ceci et cela suffit déjà à poser a priori le principe de l'unité entre la connaissance et l'être, et par là même la présence de l'absolu dans le relatif. Jung a sans aucun doute brisé certains cadres purement matérialistes de la science moderne. Mais à quoi cela sert-il si les influences qui se déversent par cette brèche proviennent de domaines psychiques obscurs et funestes, désormais disculpés comme étant l'inconscient collectif et non de l'esprit, qui seul est garant de vérité et de libération. Voilà, c'est la fin de cette dernière partie, c'est la fin de cette vidéo. Comme toujours, je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une remarque ou un simple pouce vers le haut. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.